Pendant des années, Internet, c'était l'endroit où tu pouvais être un pseudo. Pas besoin de donner ton nom, ton âge, ton identité, mais aujourd'hui, tout change. Vérification d'âge, compte certifié, IA, régulation, tout pousse dans le même sens, savoir qui tu es. Alors est-ce que la fin de l'anonymat est inévitable ? Bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et de Rewan pour répondre à cette question. Répondre, je sais pas. On va tenter en tout cas. Donner notre avis, je pense que on fait partie de la génération qui a un avis déjà très très solide là-dessus. Et surtout, on a vécu cette passation, cet entre-deux. Mais c'est pour ça qu'on va essayer d'exprimer, on va tâcher. Je sais pas si c'est évident, si c'est si évident que ça. On a un avis solide, je sais pas si je dirais que le mien est solide en tout cas. Non, moi, je sais pas trop. Comment ça va, vous ? Ça va ? Bah écoute, impeccable, ça va. On va parler d'un sujet à la fois épineux parce que clivant. T'as vraiment la team des gens qui savent s'ils sont pour ou contre. Et ça va être intéressant de partager ce petit débat ensemble. Petit débat, débat, je pense. Hein. J'ai l'impression qu'on vient un peu la fin d'un Internet où qu'on a connu mais sans vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y avait les espaces où t'étais genre sur les MySpace, forums. Sur Dofus, sur Même les forums, où etc. t'avais un pseudo, t'existais en tant que pseudo, tu pouvais un peu faire tout ce que tu veux avec les bons et les mauvais côtés. Et là, on vit cette passation où on est en train de le voir, même avec toutes les régulations qui sont en train de se passer. Comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle cette plateforme déjà ? Discord qui est en train de mettre en place la vérification d'identité. Les sites aussi X qui mettent en place ce truc-là. Enfin, en tout cas, l'État les pousse à mettre en place ce genre de vérification aussi. Donc, on commence à voir un monde où les espaces, tu peux plus vraiment exister sans t'exposer. De manière réelle. J'ai peut-être même un autre sujet connexe à ça, en fait, où on voit aussi la disparition d'un espèce d'Internet gratuit avec un Internet qui commence à se premiumiser, ou en tout cas, on sent qu'il y a deux voies. Il y a l'Internet pas cher, enfin gratuit et avec la qualité que ça peut en découdre, et ceux où avec des paywalls, etc., pour accéder à une information dite de qualité. C'est un truc de ouf. Donc oui, effectivement, on sent que de toute façon, on arrive à une époque où je pense qu'on commence à avoir une certaine maturité avec cette technologie-là. Et on sent aussi également qu'il y a, comme Internet a commencé à prendre de plus en plus de place dans nos vies, et genre, je parle même dans nos vies administratives, etc., tu sens qu'il y a les gouvernements qui sont en place dans les pays, qui commencent à vouloir serrer la vis. On entend souvent les gouvernements dire Internet, c'est trop le Far West. Et on sent qu'il y a une envie de répliquer toutes les régulations qu'on a dans notre monde réel, les lois, etc., qu'on a envie de l'appliquer à un monde digitalisé. Donc, c'est costaud, quoi. Ouais, au-delà de ça, aujourd'hui, la frontière entre ce que tu as appelé le monde réel, donc en fait le monde matériel, et la vie numérique, en fait, la frontière entre les deux, elle est érodée. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as plus de liquide sur toi, tu payes par carte, tu réserves ton Uber Eats sur ton téléphone, tu discutes avec les gens, tu n'envoies plus de courrier. Donc, en fait, toute cette frontière-là et puis même au-delà de ça, effectivement, ce que tu dis est très juste, c'est que initialement, on naviguait sur Internet à travers un pseudo, etc. On n'était pas vraiment nous. Et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, même Facebook, qui prenait ce truc de tu veux un peu faire des rencontres où tu veux connaître tes potes et tout ça et savoir qui est dans le coin, tu mettais tes vraies identités. Parfois pas forcément ton nom de famille complet, mais en tout cas tu commençais cette première approche en partageant aussi des vraies informations de toi. Il y avait le fameux à l'époque ASV, âge, sexe, ville. Vous m'avez regardé. Oui, c'est vrai. Le truc, ça revient. Tu sais que même moi, j'étais un peu gamin à l'époque de ce truc-là. Enfin, gamin, j'étais jeune, quoi. Mais c'était un des trucs, c'était un des premiers éléments que tu pouvais commencer à donner pour ne serait-ce que t'identifier par ton âge, par ton sexe et par l'endroit géographique où t'es. Donc, c'est assez fou. Mais est-ce que vous, déjà, vous avez cette impression qu'on est encore dans un entre-deux, où on a encore cette faculté d'être dans un Internet où on peut être anonyme quand on le souhaite, ou est-ce que pour vous, on est déjà clairement passé de l'autre côté et que en fait, on est un peu marqué au fer rouge, quoi qu'il en soit? Je vais grappiller un petit peu sur ce qu'on va dire dans le podcast, mais je trouve qu'il y a des bons et des mauvais côtés, dans le sens où il faut un moment que ça tende vers le réel, puisqu'en fait, tu le disais, Rewan, tout ce qu'on fait,
sur Internet, c'est aussi un prolongement de ce qu'on ne fait plus dans la vie réelle. Donc il faut aussi retrouver notre identité sur ces plateformes, que ce soit genre pour payer tes impôts, des trucs comme ça. Donc il faut l'avoir. Et d'un autre côté, Enfin, c'est relou parce que les informations peuvent fuiter et on voit beaucoup de cyberattaques, des choses comme ça moi, je pense que je suis parti du principe que les données ne sont plus confidentielles. Je dors. Voilà, c'est qu'au final, on commence à perdre aussi ce côté confidentialité qu'on peut avoir. Et d'un autre côté, ne pas proposer le fait de révéler ta vraie identité, ça poursuit... Ça génère. Ça génère des arnaques, ça génère du harcèlement, ça génère des deepfakes même, de la désinformation, des choses comme ça. Mais ma question, moi, c'était vraiment de savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu navigues sur Internet, est-ce que tu as encore la sensation d'avoir le choix de choisir d'être anonyme, ou où tu sens que de toute façon, quoi qu'il en soit, t'es traqué? Non, ça dépend. T'es toujours traqué en vrai. Donc toi, là, quand tu vas sur Internet, t'estimes qu'en vrai, quand t'es devant ta page Google ou que tu vas dans n'importe quelle page, tu sais que les gens derrière sont au courant que c'est Quentin Cugnot qui machin. Disons que je le sais sans vraiment mettre de mots et d'images dessus. Maintenant, en fait, le moment que ça commence à devenir vraiment probant, c'est quand tu vois ton adresse s'afficher sur un truc où t'as pas l'habitude, genre ce qu'ils sont en train de faire avec tous les messages qu'on t'envoie, les faux colissimo, etc. Les arnaques au colis, où ils t'envoient ton vrai nom, ton vrai prénom, ta vraie adresse, parfois même ton numéro de téléphone, de par justement des fuites de données de tous ces services-là. Et c'est là où en fait tu te dis waouh, mince. En fait, je suis plus libre. À poil, quoi. Ouais, je suis à poil. Je suis à poil sur Internet et n'importe qui peut faire ce qu'il veut de l'information. Et d'un autre côté, c'est aussi bien. Donc, Et toi, Rewan, est-ce que tu es aussi à poil sur Internet? En fait, le truc, c'est que moi, pour bosser là-dedans, je me rends compte de la complexité technique que c'est de rester anonyme. Parce qu'il ne faut pas oublier que Internet, au départ, c'était un projet technique, c'était une innovation. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les gens se rendent compte de l'opportunité de business que c'était. Et comme toute opportunité business qui a besoin du coup d'être monétisée et de générer du profit, aujourd'hui la manière numéro 1 qu'on a, c'est au travers des pubs, mais par extension au travers des données de consultation, toutes les données analytiques qui permettent de pousser les gens à l'achat, pousser les gens à la consommation. Et ça se traduit par un certain nombre de choses, puisque aujourd'hui le fait qu'on n'achète plus de support physique qu'on loue, etc., vient du fait que l'information arrive beaucoup plus rapidement et beaucoup plus distribué qu'avant. Tu n'as plus besoin de sortir au vidéoclub, tu as un Internet ultra haut débit maintenant, tu ouvres ton truc, boum, tu consommes. Donc, il y a des changements sociétaux qui sont arrivés, c'est une porte ouverte que je suis en train d'enfoncer, mais avec Internet. Aujourd'hui, Uber, ça n'aurait pas pu exister à l'époque si tu étais hors Internet. Tu n'aurais pas eu la flexibilité que tu as maintenant. Donc, pour répondre à ta question sur est-ce que aujourd'hui, je me sens relativement anonyme quand je navigue. En fait, je ne peux pas te répondre de manière objective parce que moi, je travaille dans ce qui, aujourd'hui, dans la sécurisation des réseaux de télécom et qui permet de savoir ce que je dois faire pour rester anonyme et quelles informations et quelle manière on est susceptible d'utiliser ces informations pour aller me chercher. Je te donne un exemple tout con. Aujourd'hui, quand on dit je veux être anonyme, les gens, je veux pas que le site me traque, tu utilises des cookies. Tu vois, donc tu effaces tes cookies, machin, ce genre de truc. Je dis ok. Des cookies, c'est déjà on a un mauvais biais avec les cookies, c'est juste un identifiant de session. C'est-à-dire que ce cookie-là permet de dire Quentin est connecté à Facebook sur telle partie, sur tel compte, tu vois. Ce cookie-là, il est utilisé par les annonceurs, etc. Mais il faut savoir que les annonceurs, ils ont des moyens beaucoup plus intrusif et intelligent de te traquer aujourd'hui. Si tu te mets en navigation privée, on sait plus que c'est Quentin. Déjà, tu te mets en navigation privée, tu te connectes à ton compte, forcément, on sait que c'est Quentin, déjà pour commencer. Et ensuite, tu vas avoir des infos un peu plus tacites. À quelle heure tu consultes la ville dans laquelle tu consultes ton site. Tu vas avoir ton adresse IP, ce genre de trucs. Des informations sur le matériel. Sur le matériel, genre effectivement. Ta carte graphique, la résolution de ton écran, des dingueries. C'est pour ça que je pense que Internet, ça n'a jamais vraiment parfaitement été anonyme. C'est plus un mythe parce qu'on a justement tous ces trucs-là, l'IP, les logs,
tous ces intermédiaires qui font qu'on sait finalement que c'est toi in fine. Alors, c'est intéressant ce que tu soulèves parce qu'il y a deux choses là-dedans. En fait, de base, je vais aller plus loin sur l'anonymat. Internet n'était pas sécurisé. Internet, c'est un protocole de communication à la base. Tout ce qui est réseau TCP, IP, machin, tous ces trucs-là, les échanges de paquets, machin, C'est ça a assez été ouvert créé. dans l'idée. Mais même, ça a été créé pour fonctionner et ça Pour faire intégrait pas. transiter, quoi. C'est ça, ça simplement. intégrait plutôt des notions de résilience, etc., d'interopérabilité et encore, plutôt que des notions de sécurité. On a voulu construire de la sécurité après coup quand on s'est rendu compte de la merde que c'était. C'est pour ça que ça rend des choses extrêmement compliquées, notamment sur des termes comme le chiffrement, ce genre de trucs, parce que c'était pas prévu dans l'architecture de base. Et aujourd'hui, tu peux pas changer, par exemple, le modèle OSI, le modèle en 7 couches, qui fait aujourd'hui que nos applications fonctionnent et communiquent sur le réseau. Tu pourras pas le changer sans changer chacun des appareils connectés. Autant te dire, l'entièreté de la planète, c'est impossible. Donc on construit par-dessus. C'est pour ça qu'on crée des standards comme 802.1x, tu vois, pour tout ce qui est authentification réseau, ce genre de truc qui vient ajouter de la sécurité. Mais ça crée tous ces problèmes d'obsolescence, de machin. Et pourquoi je disais que c'était intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est que là, on parle de critères techniques qui permettent de dire comment tu es anonyme ou pas, mais tu as des critères auxquels tu ne penses pas. Mais en fait, chaque personne consomme Internet différemment. Donc, on n'accède pas au même site, on n'y accède pas à la même heure, on ne se comporte pas de la même manière qu'on est dessus. Et tu as des études qui prouvent qu'aujourd'hui, avec globalement entre 5 et 10 minutes de consultation, d'utilisation d'un appareil, on est en capacité de te dresser un profil, de dire ça, c'est telle personne. Juste parce que tu consultes peut-être pas, même si on consulte même les sites Internet, la manière dont tu vas te comporter sur la page, là où tu vas cliquer, combien de temps tu vas passer sur certaines pages, la manière et la vitesse à laquelle tu vas taper ou utiliser le pointeur de ta souris, tout ça, c'est des métadonnées qui vont permettre de dire là, je pense que c'est Quentin, là, je pense que c'est Mathieu, là, je pense que c'est... établir un profil... Un profil comportemental, c'est comportemental. exactement C'est d'ailleurs ce qui a fait la richesse de Google. En fait, à la base, c'est pas l'idée forcément de dire c'est Quentin qui fait ci ou qui fait ça, mais d'avoir des fermes de profil, entre guillemets, pour pouvoir adresser à des annonceurs qui disent, bah tiens, je vends, je sais pas, une casquette, par exemple, ils vont aller voir Google, et Google dit, bah, on peut te donner le profil de la population qui aime mettre des casquettes, qui aime mettre des casquettes de telle couleur, qui te dit que géographiquement, comme il fait chaud en ce moment, là, à tel endroit du monde, il y a des gens qui regardent potentiellement pour s'acheter une casquette, etc. C'est typiquement ce genre de choses. En fait, pour moi, la fin de l'anonymisation, elle a surtout démarré au moment où la donnée a commencé à prendre de la valeur. On a commencé à arriver par dire que la donnée est devenue l'or noir aujourd'hui. Oui. C'est aussi fructueux. Voilà, plutôt le bon terme. Je sais pas pourquoi. On peut le faire fructifier. Voilà, on peut faire fructifier exactement. Mais un peu aujourd'hui, comme le pétrole, etc. C'est une monnaie d'échange. On sait que tout se revend, même à l'époque Exactement. de Pokémon Go, quand justement ils ont réussi à faire ce développement à la fois de cartographique, mais aussi avec les utilisateurs. Toutes ces données-là ont été revendues derrière. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça qui a un petit peu signé la fin de l'anonymat de la donnée, parce que la donnée, que ce soit être fait pour du contrôle de la sécurité, tu sais, on va parler de harcèlement, etc. L'État a envie de prendre possession, tout simplement, et tu as ceux qui veulent arnaquer les gens parce que ils veulent leur soutirer de l'argent. On voit bien que le centre de tout ça, c'est la valeur autour de la donnée, la valeur qu'on lui donne. Ça peut être de la valeur monétaire, ça peut être de la valeur de contrôle de la population, par exemple, pour la sécurité. J'ai une petite anecdote assez dingue là sur un kit de désanonymisation que je voulais vous présenter. Déjà, un d'entre eux qui est assez fou. C'est une grande nouveauté de cette année 2026. Il y a des chercheurs qui ont fait une petite expérience et qui ont prouvé que des LLM, donc tu sais, ton chat GPT, ton Gemini ou ton ce que tu veux, eh bien, ils sont capables d'identifier un auteur qui a souhaité rester anonyme à hauteur de 90% de certitude, juste parce qu'ils ont analysé le style d'écriture, la ponctuation, le tic de langage, la syntaxe. Quand on parle d'un auteur en écrivain. Genre, t'écris un bouquin, mais tu signes soit sous un pseudo, soit t'essayes de rester anonyme. Eh ben, il suffit que, juste avec un LLM, de prendre le texte que tu as écrit, que tu as publié forcément potentiellement sur Internet, de le prendre et de dire « Attends, je voudrais savoir percer le secret de qui est cette personne derrière ce truc-là ». Et il suffit de le passer dans un LLM qui va aller fouiller toutes les discussions, puisqu'on le rappelle, quand tu mets des informations dans un LLM, elles sont stockées et elles sont pas forcément en libre service, mais si tu veux les retrouver, tu peux. Je rappelle l'anecdote, tu sais, quand il y a eu le boom de ChatGPT,
il y a eu une petite histoire assez loufoque qui est sortie où il y a des gens de chez Samsung qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils travaillaient sur des projets ultra confidentiels et qu'ils avaient demandé de l'aide à ChatGPT pour ça. Et en fait, on a compris que par des billets, tu pouvais retrouver sur quoi ils travaillaient juste en tapant quelques prompts assez efficaces. Bah là, un mec ou une personne qui veut s'anonymiser et écrire quelque chose, avec un LLM tout simplement, on est capable de définir à 90% de certitude de qui il s'agit. C'est-à-dire que même en te cachant sous un pseudo, même en te cachant sur divers protocoles, etc., tu vois, on va parler sans doute de VPN, de choses comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça suffira peut-être même plus à te planquer complètement. Donc, c'est assez fou. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce sujet dont on parle. On a vu un petit peu l'explosion de la popularité des VPN, notamment qui arrivait en France, dès l'instant où il y a eu un peu de régulation sur les sites pour adultes. Là, les gens se sont intéressés massivement. Le boom de recherche sur Google, il a été massif sur les VPN. C'est assez fou. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de créateurs qui ont mis en avant des VPN. Enfin, cette culture du VPN a été vachement intronisée depuis quelques années, ce qui n'était pas du tout démocratisé depuis. Mais je trouve qu'avant, on pouvait vachement dissocier notre identité sociale de notre identité numérique, ce qui fait qu'on se sentait beaucoup plus anonyme sur des plateformes, sur des forums, sur des jeux, sur des trucs comme ça. Ouais, genre les Second Life où les gens ils s'inventaient une nouvelle vie numérique. Tu pouvais vraiment créer un nom d'usage, être une autre personne, ce qui est plus du tout le cas fondamentalement aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, tu as deux choses. Tu as la partie pour moi qui relève de, je vais qualifier ça de loisir et de vie sociale, de la partie service plutôt gouvernemental. Donc en fait, c'est ce que tu peux utiliser et ce que tu dois utiliser. Exactement, il y a deux distinctions c'est claires. Ça. Aujourd'hui, comment dire, la partie plutôt réseaux sociaux, jeux, etc., t'es pas obligé de t'en servir. Mais tu as quand même vachement envie parce que c'est un côté un peu plus sympa pour communiquer avec tes proches ou tes potes, te tenir au courant. En fait, c'est une continuation de ta vie sociale. Continuité. Ça se dit pas continuation? Non, continuité, c'est Continuité, j'aime bien. Mais après, l'humain, on est une bête sociale, justement. Donc, on va rechercher ce genre de choses. Exactement. Et en fait, comme on parlait tout à l'heure de la frontière du réel qui s'érode, bah, en fait, ça se retrouve aussi dans l'utilisation des réseaux sociaux avec on se voit la journée, puis on aime bien voir ce que les gens font pendant qu'on n'est pas avec eux, etc. C'est un peu cool. C'est une manière un peu peut-être intrusive de se tenir au courant. Mais il y a toujours ce truc de, voilà, je partage ce que je fais, je tiens au courant les gens, je flex un petit peu quand voilà, je me fais un petit peu mousser quand je fais des trucs sympas. Pourquoi pas? Il y a aussi un truc, juste pour rajouter une petite pièce à ce que tu dis. Ouais. Je pense que cette perte d'anonymat se fait aussi de par le fait que de plus en plus de sites deviennent payants d'une certaine manière. Et donc, du coup, on est obligé de mettre des informations bancaires à un moment. Pas forcément payant, mais demande une vérification. Mais c'est là où je voulais venir. Et en fait, ces sites-là, t'es pas obligé de t'en servir. Mais en fait, quand tu t'en sers, t'es obligé, contrairement à ce que tu faisais avant, de soumettre un certain nombre d'informations. Mais je veux dire, par exemple, sur Steam. Ouais. Sur Steam, tu as un pseudo. Ouais. Tu peux jouer en tant que X. Ouais. Tu ne sais pas que X, c'est Rewan. Non, pas forcément. Mais derrière, Rewan, s'il veut s'acheter le dernier jeu, il est obligé de mettre sa carte bancaire. Et donc, du coup, tu perds ce côté anonymat. C'est en sens ça que je voulais le dire. Ouais, alors qu'avant, t'étais beaucoup plus sur des jeux gratuits. Ça veut dire que chez Valve, on sait qui est X. Et si quelqu'un arrive à trouver une faille de sécurité, va savoir que X est Rewan. C'est ça, ouais. Ça, aujourd'hui, c'est le cas pour la quasi-totalité des systèmes. En fait, si tu veux, le problème dans ce cas-là peut venir de la plateforme, mais vient surtout de la donnée que tu as accepté de mettre dedans. Bien sûr, ouais, complètement. Si tu as n'importe quel compte avec une carte éphémère ou un truc comme ça, tu vas réduire le risque contre la pirate, mais on va toujours savoir à quel compte aller, puisque l'argent faut qu'il sorte de quelque part. Complètement. Tu pourrais très bien t'acheter une PaySafe Card ou un truc comme ça en marchand de journaux, payer avec, recharger un compte, et à ce moment-là, on ne saurait pas... là tu passes en mode pirate gangster. Exactement, tu passes en mode les méthodes que les gars ils utilisent aujourd'hui pour acheter des trucs pas très sympas et sur lesquels ils veulent, quitte à payer un peu plus, éviter de se faire traquer. Mais en fait, justement, le fait est que tu as des plateformes de réseau, etc., sur lesquelles tu vas avoir des informations à mettre, mais potentiellement, alors il y a plusieurs notions. Il y a la notion de sécurité, tout ce qui est double authentification multifacteur, etc. Aujourd'hui, la plus simple, mais pas forcément la plus sécurisée, c'est de mettre ton numéro de téléphone. Tu reçois un SMS ou ton adresse mail et tu rentres ce code-là. Tu as les applis d'authentification type Microsoft Authenticator, Google Authenticator, enfin tous ces trucs-là qui sont un peu plus sécurisés. Tu vas en avoir d'autres avec des notifications push, retirer les mots de passe, etc. Il y a des notions de sécurité et en fait, tu as un double aspect là-dedans, c'est aussi limiter les spams. Donc, éviter que les plateformes qui elles te fournissent un service gratuit et du coup payent pour de la donnée, soient abreuvées de tout un tas de faux comptes qui rendent ton expérience désagréable, mais aussi qui coûtent cher. Puisque
Tu as de la donnée stockée, tu as de la donnée traitée, donc tu as de l'énergie consommée, ça coûte cher. Pourquoi est-ce que je parle de ce truc-là ? Je voulais faire la transition sur les services gouvernementaux pour lesquels tu es obligé de t'inscrire. Tu es obligé de mettre ta donnée. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je te prends un exemple, on est dans la période de déclaration d'impôt, faites-la, pitié, sinon vous allez passer un mauvais quart d'heure. Aujourd'hui, il y a encore la déclaration papier, mais elle tend à disparaître. Il y a plein de trucs aujourd'hui qui ont disparu et c'est des services que tu es obligé d'utiliser et qui ont des données relativement sensibles sur toi. Ton numéro de sécurité sociale, qui savent combien tu gagnes, qui savent combien tu dois donner, qui savent depuis quel compte tu alimentes. Enfin, tu vois, tu dois être prélevé pour payer tes On impôts. embrasse la NTS, bien sûr. On embrasse France Titre. Titre. On embrasse France Titre et l'URSSAF. Et en fait, tous ces services-là, tu n'as pas le choix que de donner les bonnes informations. Tu peux pas mettre un faux nom quand tu payes tes impôts. Évidemment, tu peux pas mettre un faux numéro de sécurité sociale, un faux beau compte gosse en du banque. 95. Tu vois ? Parce que si tu te retoques impôts. là-dessus, tu te fais arracher. Le problème, c'est que c'est des systèmes qui sont sécurisés par des gens qui sont parfois moins sécurisés que d'autres systèmes qui ont un but plutôt commercial ou qui ont peut-être davantage de moyens pour se protéger. Et en fait, quand tes données finissent dans la nature sur un service que tu es obligé d'utiliser, ça fait chier. Bah ouais. Parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup ce débat-là avec des gens qui me disent « Mais moi, j'ai rien à cacher. » Je dis « D'accord, mais t'as pas tout à divulguer non plus. » C'est-à-dire que demain, je te croise dans la rue, on s'est jamais vu, je te dis « Coucou, t'es telle personne, t'habites à tel endroit, t'as une fille de tel âge qui va à telle école, ton fils, nanana, il s'est pété la cheville la semaine dernière, tu roules dans telle voiture immatriculée tel truc, ton numéro de sécurité sociale, le mec, il va me dire T'es qui ? T'es qui pour me... T'es la NASA ou quoi ? Tu vois, et t'imagines, Bah demain, oui. je te croise dans la rue, je te donne toutes ces infos-là. Je dis, bah ouais, bah regarde, Tu flippes, bah j'ai évidemment. regardé telle fuite de données, j'ai récupéré telle info, j'ai croisé, j'ai fait un peu d'open source intelligence, d'OSINT, et j'ai vu que t'as pris une photo de tel endroit sur ton Facebook qui est encore public ou ton Insta. J'ai vu que t'étais à tel endroit à tel moment, tu vois. Et c'est pour ça que la sécurisation des plateformes, elle est hyper importante dans les deux cadres, mais ce qui est important, c'est aussi la manière dont tu mets des données et quelles données tu veux mettre dessus. Petit troco d'ailleurs, on va en glisser une comme ça dans l'épisode. Je pense que la saison 1 de Mister Robot est incroyable pour se rendre compte un peu des fuites de données et de voir comme Ouais. tu parlais de la réalisée. personne qui connaît rien de toi et qui débarque en fait, elle te dit bah si en fait je sais tout. C'est assez prenant quoi. Enfin c'est assez ouf. Il y a un autre aussi là-dessus qui me fait rebondir quand je vous entends parler. Je me souviens qu'il y a eu aussi des premiers déboires à un moment sur Facebook, notamment sur des gens qui ne voulaient pas mettre leur vrai nom et leur vrai prénom. Et je me souviens qu'il y a eu des problèmes de ban de profils comme ça, parce que Facebook commençait un peu à serrer la vis pour essayer d'obtenir les informations. Moi, je sais que par exemple, quand il y a eu des soucis avec les MetaQuest, notamment où les gens, à l'époque, on nous promettait qu'on n'allait pas devoir associer notre compte Facebook. C'était une des promesses de Mark Zuckerberg. Il a vite retourné sa veste. Ah ouais, tu m'étonnes. Et les gens ont dû coupler leur page Facebook et ça posait des problèmes. Et ça a même fini par ban leur compte Facebook parce qu'ils n'avaient pas leur vrai nom, ils n'avaient pas leur vrai prénom. Et du coup, parallèlement, ça leur donnait plus d'accès à leur casque VR parce que leur compte Facebook était ban. Donc, Mais l'exemple est très parlant. C'est qu'effectivement, à l'époque, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais dans le sens où, sur un réseau social, tu pouvais te connecter avec tes potes sans être Mathieu. Tu pouvais être Paul-Éric. et même des gens machin. avaient plusieurs profils. Et les gens avec plusieurs profils, ouais. Avaient plusieurs vies, on va dire, secrètes. Voilà. Alors, même au-delà de ça, ouais. si tu voulais te connecter, avoir plusieurs comptes pour différents jeux, peu importe. Mais c'est vrai que cette association qu'on t'a forcé à adopter, tout comme ça va être un peu le cas avec Discord, ta carte d'identité, etc., on t'a obligé à transmettre des informations que tu voulais pas sur un site comme Facebook, où t'es en mode, en fait, je m'en sers comme réseau social, je m'en sers absolument pas pour payer mes impôts. Et soyons clairs, c'est pas du tout un enjeu technique, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'un compte Facebook pour faire fonctionner un MetaQuest. La preuve, ça fonctionnait très bien avant que Mark Zuckerberg retourne sa veste. Et tu crées un compte spécifique pour ça, et tu mets les infos que tu veux, quoi. Et c'est ça, et l'enjeu, c'est l'enrichissement de ta donnée, etc. C'est pas du tout d'améliorer l'expérience utilisateur, ça c'est le discours marketing qu'ils vont utiliser pour te vendre le truc en mode c'est incroyable. Ils veulent juste développer le service. Et même avoir davantage de données. Alors en fait, il y a l'anonymat et elle tombe dès le moment où, par exemple, tu dois mettre des informations payantes, c'est ce que tu disais. Et je sais que, tu vois, il y a un réseau social là qui est un petit peu qui va sans doute pivoter un peu comme ça. C'est le cas de X. Parce que donc Elon Musk, l'ambition de X, c'est d'en faire un peu un espèce de... Alors pour ceux qui connaissent la culture chinoise, ils ont WeChat, qui est vraiment l'équivalent d'un WhatsApp, mais en même temps qui permet d'acheter des choses. Moi, j'étais en Chine, je payais tout par WeChat, en fait. Et X veut faire un petit peu pareil. Et dès le fait que tu dois transformer ça en application, même d'ailleurs, il va aller beaucoup plus loin parce que, en fait, quand on parle d'achat,
c'est qu'en fait, ni plus ni moins, ces applications-là deviennent des applis bancaires. Et forcément, si ça devient une appli bancaire, ben, tu deviens... même l'anonymat, la notion d'anonymat, elle devient illégale. Parce qu'on doit pouvoir te tracer. Évidemment. Et il y a ce truc-là. Mais depuis tout à l'heure, on parle, là, je vois qu'on discute entre nous, et on a un avis assez péjoratif sur le manque d'anonymat, ou en tout cas la fin de l'anonymat sur Internet. Est-ce que, mine de rien, c'est souhaitable ou pas souhaitable? Parce que moi, c'est là où, en fait, en préparant ce sujet-là, moi, j'ai pas malheureusement d'avis hyper tranché là-dessus. Parce que tu parlais tout à l'heure. En fait, tu parlais de. En fait, ça dépend de l'exemple. En fait, non, pour moi, je me permets de te hijack le truc parce que moi, ça dépend pas d'exemple ou quoi, ça dépend des gens derrière. Parce que tu as toujours quelqu'un qui va l'utiliser pour faire des trucs qui sont pas éthiques. Oh, c'est-à-dire que quand on utilise des trucs pour favoriser l'influence de masse et faire en sorte que quelqu'un soit élu au profit de quelqu'un d'autre, ce que je raconte, c'est pas du tout faux. Hein, c'est l'affaire Cambridge Analytica de 2018 qui a potentiellement très fortement influencé l'élection de Donald Trump. Là, ça pose problème parce que c'est ça, tu prives une partie de la population de son libre arbitre de manière tacite en l'influençant avec certaines infos, en lui proposant davantage de contenu que d'autres. Quand tu as ces trucs-là, ça me pose problème parce que au-delà de juste une cause qui est la protection ou quoi, ce genre de truc-là, tu vas t'en servir comme une arme pour influencer tes intérêts, pour générer du profit, etc. Mais de manière... Aujourd'hui, du profit honnête, c'est tu as un service, tu payes, j'achète mon MetaQuest, je paye le truc, ok, pas de souci. Je paye un abonnement, j'ai accès à tous mes jeux, pas de souci. Si tu utilises les données pour t'influencer, pour faire en sorte que via des biais qui sont parfois récupérés d'études, notamment sur l'addiction, sur les casinos, sur la consommation de drogue, etc., pour influencer... Il faut que ce jeu-là soit dans les mains de Mathieu, bien sûr. Pour que tu sois susceptible davantage de passer à la caisse ou même de cibler des populations qui sont plus susceptibles de passer à la caisse parce qu'elles ont des biais, machin, etc. Là, je pense qu'il y a un problème. Et pour moi, le débat, il n'est pas est-ce que l'anonymat devrait... est-ce que c'est un droit devrait être arrêté, mais c'est comment faire en sorte que s'il n'y a plus d'anonymat, ce soit fait dans le respect des libertés fondamentales. Et ça, à l'heure actuelle, je n'y crois pas, que ce soit pour des enjeux gouvernementaux ou des enjeux commerciaux. C'est là où c'est compliqué, c'est que d'un côté, tu vas essayer de prôner le libre arbitre, la liberté d'expression sur des plateformes comme Internet, et d'un autre côté, moi, il y a un exemple qui me saute aux yeux, c'est les commentaires YouTube. Aujourd'hui, ou même de manière générale, les commentaires sur les réseaux, aujourd'hui, les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'ils sont cachés derrière un pseudo. Ouais. Demain, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est telle personne qui habite à telle adresse, qui a tel numéro, qui a tel truc, on peut te retrouver. Les gens, ils vont pas dire la même chose sur les réseaux. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je parle d'un cas personnel, où on me harcèle sur les réseaux. Tu rencontres ton harceleur en vrai, non, mais il est plus du tout pareil. Non, mais en fait, je kiffe ce que tu fais. Ah, j'adore et tout. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire et tout. Et ça arrive même sur des conversations Instagram où le mec balance un message en mode dans tous les cas, je sais qu'il y répondra pas. Tu commences à répondre, limite, tu mets un vocal. Là, non, mais c'est plus du tout la même personne. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est un truc de fou. Et en fait, ces trucs-là, et il y a. Alors, moi, je me sens harcelé d'une certaine manière et je suis pas dans le cas extrême. Il y en a, c'est bien plus grave et il y a des personnes qui vont même passer à l'acte suite à du harcèlement, que ce soit notamment chez les enfants. Notamment chez les enfants. Et chez les meufs qui que ce soit en direct dans la vie sociale ou que ce soit sur la vie numérique. Donc, c'est un enjeu essentiel. Et pour moi, pour ces trucs-là, il faut abattre la frontière. Et que les gens, ils aient vraiment leur nom, leur tronche et qu'on puisse les retrouver. Alors aujourd'hui, on le disait en intro, c'est un pseudo, malgré tout, c'est pas quelque chose qui est anonymisé dans le sens où, je sais même pas si ça existe ce mot, mais on va dire que oui. Anonymisé, ça existe. Et ben voilà, parfait, ça existe. Ces gens-là, si jamais on porte plainte, il y a des équipes spécialisées qui vont se charger de retrouver cette personne. Mais le fait qu'il soit pas exposé dès les premiers instants lui permettrait, je pense, de déjà couper la barrière et de mesurer ses propos. Ouais, mais tu vois, en fait, sur le papier, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a donné une espèce de voix à tout un tas de personnes qui sont fondamentalement plus méchantes, peut-être parfois plus honnêtes aussi, dans leurs propos, quitte à être blessant, volontairement tranchant, etc. Et qui, pour moi, reflètent d'un espèce de mal-être personnel. Mais on n'est pas là pour faire de la psychologie. Là où je voulais aller, c'est que admettons, tu as effectivement ces moyens de retrouver les personnes, que leur identité soit connue sur Internet, etc. Déjà, toi, t'es un ouf. Tu peux avoir les infos pour aller les retrouver et dire « Ah, c'est toi qui as mis ce commentaire ?»
tu vas voir machin, 2-3 patates, un petit coup de couteau, un truc comme ça. C'est des cas qui sont déjà arrivés dans la vie, et c'est du harcèlement poussé à l'extrême. Même comment ça s'appelait les trucs aux États-Unis où les mecs ils étaient en live et il y avait le swatting. Le swatting où tu trouves l'adresse de quelqu'un et tu fais une alerte à la bombe ou un enlèvement, enfin une prise d'otage. Et les mecs se font swatter, c'était un jeu pour certains. Et tu vas avoir l'autre exemple en disant, je te parlais tout à l'heure du contrôle de masse, tu postes un commentaire en disant oh mais ce président mort à lui dit n'importe quoi et tout, qui dit que demain tu vas pas te retrouver avec les keufs devant chez toi. Bonjour, vous vous rappelez ce commentaire Facebook que vous avez mis, vous allez nous suivre au poste, machin. Et pour moi, l'enjeu il est ici, c'est la dérive, c'est le fait de utiliser ces informations-là pour opprimer les gens, tu vois. C'est pas nécessairement dans la protection des gens, puisque tu as des arguments pour la surveillance de masse et la fin de l'anonymat, notamment sur la protection des mineurs, où tu as eu des hausses notamment de 300% des sollicitations sexuelles des enfants en 2 ans, tu vois. Le signalement de contenu à caractère pédopornographique, c'était 36 millions de signalements en 2023, tu vois, sur plus de 105 millions de contenus. À côté de ça, le fait qu'il y a eu le début du chiffrement bout à bout que Facebook avait mis en place sur ses plateformes, donc que ce soit sur Messenger ou WhatsApp, il a fait chuter le nombre de recensements, je ne sais plus, de 50%, ou enfin de 50 millions, 50%, je n'ai plus les chiffres, en direct l'année après l'implémentation de ces fonctions-là. Et tu te dis, ouais, d'un côté, je protège les libertés fondamentales des gens qui sont que seuls eux devraient pouvoir avoir accès à ce qui se discute. D'un autre côté, ça limite aussi les efforts des équipes d'investigation pour lutter contre ces trucs-là qui sont horribles. Mais la frontière parfaite, pour moi, elle n'existe pas, parce que à partir du moment où tu as des systèmes qui sont contrôlés par des humains et qui agissent dans leurs propres intérêts, forcément, tu vas avoir des intérêts qui sont non dits, des enjeux commerciaux, ce genre de trucs. T'en penses quoi, Mathieu ? En vrai, je vois qu'on va même dans les deux extrêmes, mais un truc très con, par exemple. Imaginons, donc, pour l'argument pro-anonymat, imaginons tu as un employé et juste tu te plains de ta boîte, mais de manière anonyme. Ou par exemple, il y a toutes ces plateformes où tu peux aller voir, par exemple, tu vas avoir ta future boîte et tu vas un peu essayer de mesurer l'ambiance avant de dire est-ce que je signe ou pas avec eux. Si il n'y a plus l'anonymat pour ça... les gens vont plus dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de se faire têche. Ils vont se... Par rapport à ce que je disais sur Facebook, quand ils ont mis le chiffrement en bout à bout, il y a une baisse de 7 millions des signalements en 2024 comparé à 2023. Donc 7 millions de signalements en moins à cause du chiffrement. Après, est-ce que c'est le lieu pour le faire ? C'est-à-dire par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui veut chier sur son employeur, est-ce que c'est le bon endroit pour le faire sur Internet, tu vois ? En fait, donner un avis et dénoncer des comportements anormaux, je pense que c'est intéressant. Alors attention. C'est pas que chier, tu vois, mais s'il y a des dérives dans la boîte, de dire, lui, on a un patron qui est toxique et harceleur et tout, c'est pas... Enfin, quelque part, c'est chier sur son patron, mais c'est chier pour, entre guillemets, la bonne cause, parce qu'il y a un problème. Là, je suis d'accord. Mais après, dans ces cas-là, ça, c'est des trucs qu'il faut porter plainte, etc. Non, mais tu peux prendre un exemple un peu moins extrême, mais typiquement, les notations sur les restos, tu vois. Si jamais tu avais l'assurance que tu pouvais retrouver chacune des personnes qui commentent un truc en mode, la bouffe était pas ouf, machin, etc., qui dit que t'aurais pas des dérives un peu identiques sur... sur le fait de pouvoir retrouver la personne, ou sur le fait de la faire payer plus cher quand elle revient, ou de dire toi je t'accepte plus, tu m'as mis un mauvais commentaire. Enfin, des dérives comme ça, tu peux, tu sais, l'humain quand il invite quelqu'un, il peut aller très loin. Mettre des mauvais commentaires. Ouais, bien sûr. À travers Booking ou même à travers Google, mais donc c'est ma vraie identité et je commente avec ma vraie identité. Non, mais l'exemple était peut-être un peu incongru. Après, ils n'ont pas mon numéro de téléphone en me disant toi, je vais te retrouver. Sans parler de choses techniques comme ça compliquées, par exemple, tu es une personne ou un adolescent qui a un petit peu envie d'explorer sa sexualité et tout, je pense qu'il y a ce truc-là où tu vas essayer d'aller sur Internet pour aller chercher des réponses. Je pense que tu as à cœur de vouloir rester anonyme à ce niveau-là, que c'est l'exploration de ton être intérieur, de toi, de ce que tu veux, comment tu veux être là. Et du coup, tu n'as pas forcément envie que tes parents ou que l'Internet complet soit au courant de tes questionnements sur des choses tellement intimes. Tout n'est pas bon à partager, encore une fois. C'est pour ça que pour moi, on en arrive un petit peu à la réflexion de ce débat-là, et qui est pour moi impossible à trancher, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Parce que si tu me dis qu'il faut faire tomber l'anonymat, tu peux plus me dire qu'il y a de l'anonymat sur Internet. Bien sûr. Tu peux pas avoir un là, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est la différence avec la vie réelle, c'est que tu as la vie privée,
ce qui se passe chez toi et la vie publique. Alors, sur Internet, on est full vie publique en fait. Bah, en fait, non. le problème, ouais, voilà, c'est pas C'est vraiment pareil. C'est comme être chez toi, être chez les autres et être dans la rue. Quand tu es dans la rue, tu peux te faire filmer, tu peux rencontrer d'autres personnes, etc. Quand tu es chez toi, c'est censé être ta vie privée. Donc, c'est censé être un endroit où t'as ton jardin secret, où tu peux être réellement toi-même sans avoir peur du regard des autres. Et chez tes potes, ça va être ce que tu acceptes de partager avec des gens que tu connais dans un contexte que tu connais, tu vois. Et normalement, certains trucs sont pas censés déborder ou alors tu as des limites sociales. Là où sur Internet, tu peux très bien avoir un profil Facebook qui est public, mais uniquement consultable par tes potes, tu vois. Tu peux très bien avoir un public, une chaîne YouTube sur laquelle on te connaît d'une certaine manière, mais la manière dont tu as choisi de présenter. Moi, le Quentin que je connais, le Quentin avec qui je discute en privé, le Quentin que j'ai avec des potes et le Quentin que je vois sur YouTube, ou ceux qui l'écoutent sur Bubble, c'est des Quentins qui sont un peu différents parce que forcément que la plateforme et la manière dont tu proposes le contenu et l'angle que tu choisis de communiquer est différent en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Tu ne peux pas parler de certains trucs que tu as vécu sur YouTube comme tu en parles avec moi, je pense, ou avec ta femme. Évidemment. Et pour moi, tout est dans le choix de comment tu le mets, avec qui tu le communiques et comment tu le protèges. Donc, si tu es obligé de faire confiance à un tiers pour héberger certaines données, tu t'attends à ce que ces données restent à tel endroit-là. Et le fait que ces fuites de données permettent au plus ridicule, minime des cas, créer des arnaques avec des faux colis et dans le maximum permettre à quelqu'un de te retrouver, de te harceler IRL, je trouve que c'est un gros problème sur lequel, malheureusement, j'ai pas de réponse. Et moi, je suis ravi de voir des gens qui ont tranché la question, qui sont peut-être en train de nous écouter en disant « Ah non, mais moi, je suis pro-anonymat » ou « Moi, je suis anti-anonymat ». Mais pour moi, ces gens-là, en fait, ils le voient que par la lorgnière de leurs petites conditions à eux, c'est-à-dire même de la nôtre. Moi, c'est pour ça, tu vois, je venais en bagnole et je réfléchissais à ce truc-là. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est, on va dire, pro-anonymat, de lui dire qu'il est dans l'erreur, sachant que lui, il vit peut-être dans un pays où il a un gouvernement qui est une dictature et sur lequel il a besoin de faire circuler des informations pour montrer au monde que dans leur pays, ça va pas. Par exemple, tu vois, il y a eu des pays où, quand il y a eu des problèmes, blackout de l'Internet, on laissait plus rien sortir. Et toutes les personnes qui essayaient de sortir des informations, ils étaient traqués et emprisonnés. C'est facile pour toi de dire « Ah ouais, moi, je suis pour l'anonymat, je veux pas qu'on me traque, la liberté d'expression, la liberté de tout. » Mais quand toi, tu as été victime ou potentiellement tu as subi un dommage suite au fait que y a quelqu'un d'anonyme qui a fait du mal, soit à toi, soit à quelqu'un de ta famille. Et qu'on aurait pu avoir les outils pour le trouver avant potentiellement qu'il passe à l'action. J'ai envie de dire, va dire ça à des parents qui ont perdu leur enfant parce qu'ils ont été victimes de cyberharcèlement. Ou qui ont subi des sévices, ce genre de trucs-là. Ou des personnes qui ont laissé un nude qui a été lâché dans la nature. Quoi. Voilà. Et des gens que maintenant, aujourd'hui, viennent tous les jours leur pourrir la vie. Je trouve que c'est... Moi, c'est pour ça que j'essaie de ne pas être donneur de leçons. Alors, je vais passer pour quelqu'un de très lisse, de quelqu'un qui ne se mouille pas. Mais c'est parce qu'en fait, face à cette question-là, j'ai de l'empathie, autant pour l'un que pour l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire, oui, toi, tu as raison. Mais j'ai aussi envie de dire à celui qui est en face, toi, tu as raison. Parce que, en fait, on a tous des vécus différents. Et il est là le problème, en fait. Je crois pas trop, dans tous les cas, au scénario où il n'y a plus aucun anonymat nulle part. C'est pas possible. Mais j'ai réfléchi éventuellement à un Internet qui serait éventuellement en plusieurs couches, qui résume en fait globalement ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y a une première couche très régulée, très identifiée, très institutionnelle l'un dans l'autre, justement pour se connecter à toutes les plateformes, aux services publics, les finances, donc l'aspect bancaire, etc. Où tu as besoin d'être identifié, notamment pour contrer tout ce qui va être IA, deepfake, désinformation, etc. Donc tous ces trucs-là où tu dois être toi et te connecter en tant que toi. Il y a une deuxième couche où tu restes avec un pseudo, avec justement une traçabilité de fond plus forte, en fait, où là, justement, en façade, ça peut être sur un jeu, sur une plateforme, sur un réseau social, t'as toujours un pseudo, mais derrière, on connaît quand même plus d'informations sur toi, sur qui t'es. Et puis, une dernière couche, justement, radicalement plus anonyme, dans le sens où, pour les personnes qui veulent faire des recherches plus intimes, pour garder un peu le jardin secret, tu vois, où justement, tu vas avoir des trucs peut-être plus...
c'est plus marginal en fait comme utilisation, plus décentralisé et même limite plus complexe d'accès d'une certaine manière, mais en même temps plus suspect parce que je sais pas ce que tu fais, quoi. Tu viens de décrire l'open web, le deep web et le dark web, quoi. Mais le problème de ça, c'est que comment tu fais pour que pour moi, ce mood-là, il marche dans un monde merveilleux où tout le monde est rempli de bonnes intentions. C'est-à-dire que celui qui va, par exemple, on voit bien que ceux qui ont accès au dark web, ils y vont pas forcément que pour des bonnes intentions. C'est d'ailleurs le dark web a souvent une connotation de trafic, de choses assez sales et de choses assez sombres. Donc pour moi, le problème, c'est toujours, encore une fois, c'est toujours pas Internet, c'est nous derrière l'humain. Bien sûr, mais il y a un côté presque militant, tu vois, de vouloir mettre en place ce genre de choses, par exemple. Ça peut devenir comme ça. Le côté militant, pour moi, c'est de se responsabiliser sur l'utilisation des données et de faire en sorte d'avoir des gens au pouvoir qui sont conscients des enjeux sociétaux et technologiques qu'on a aujourd'hui sur la mise à disposition de certains services de l'État et la protection qui doit y être apportée, tu vois. J'ai déjà eu des conversations avec des membres du gouvernement où les mecs te disent ouvertement. Vous avez entendu parler de chat control, j'en avais fait une news il y a. Et il y a Darmanin aussi qui voulait faire un truc, aussi on en a parlé d'une loi où il voulait avoir des backdoors dans genre. Bien sûr, oui. C'est chat control du coup, alors c'est la loi narcotrafic, c'est une loi européenne, machin. Mais en fait, l'idée c'était de dire, dans chaque protocole de chaque plateforme de communication, on a une clé qui permet en gros de tout déchiffrer à la volée, tu vois. Sachant que c'est un affaiblissement du coup de la sécurité de la plateforme, puisque si ta clé elle fuite, demain tout est dans la nature. Et c'est déjà arrivé. La conversation que j'avais, c'était en mode, mais déjà, comment le public est au courant de ça? C'est un débat qu'on a entre nous. On dit, il y a peut-être déjà un problème. Il faudrait peut-être déjà en discuter avec ceux que ça concerne, c'est-à-dire l'entièreté de la population d'Europe, par exemple. Peut-être déjà. Sachant qu'il faut aussi vulgariser le truc et tout ça. Vulgariser, machin, faire comprendre tous les enjeux, pas juste lutter contre le narcotrafic. Et derrière, comment est-ce que tu peux concéder ce genre de mesures derrière? De par déjà l'historique de programmes d'espionnage et d'influence de masse, etc. Et avec toutes les, encore une fois, je reviens dessus, les fuites de données qu'on a sur des services que tu es obligé d'utiliser. France Titres, c'est ceux qui font ton putain de permis de conduire. Ça, c'est trop grave. Tu vois, trop grave. Et je veux m'indigner, je veux demander des comptes, secouer, demander des comptes, parce que c'est des systèmes que tu es obligé d'utiliser qui, en fin de compte, font que tu ne peux pas mentir, puisque la plateforme est faite et doit être faite pour que les données qui soient dessus soient des données réelles pour être exploitables. Mais c'est simplement pas protégé. Et d'un autre côté, tu as l'impression que, là, j'en ai pas parlé sur des termes techniques, mais la vulnérabilité qui a permis de voler la base de France Titres, c'est une dinguerie, comment c'est trivial. C'était pour parler un peu technique, c'est une IDOR, c'est une simple mauvaise redirection de certains objets. Tu sais, quand tu vas sur certains titres, en fonction de quand tu changes de page, tu as ID égale 1, ID égale 2. Et admettons que tu n'es pas censé avoir accès à l'ID égale 3. Eux, ils ne te le proposaient pas visuellement, mais si tu tapais ID égale 3 dans ton URL, ça te changeait. En gros, c'était une mauvaise confusion, si j'ai bien compris, et j'ai configuration sur leur API qui permet de consulter et de donner tout le monde juste en faisant ça. Donc un mec, il a scanné, il s'est rendu compte du truc, il a tout siphonné comme ça, avec juste un petit script qui, pour chaque ID, récupérait les infos. C'est hyper trivial. Et ça me fait chier. Et ça me fait chier parce que je sais que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent prendre des décisions sur fond d'enjeux politiques, parfois sans consulter le public et parfois sans même donner l'entièreté de l'étendue des mécanismes. Non, même de ce qui est voulu. C'est-à-dire, tu as des trucs qui sont voulus, qui sont proposés au public de manière active et passivement. En plus, ça peut permettre de, tu vois... ça passe, quoi. Tu as besoin d'identifier un petit opposant au régime, tu as accès à ces messages, tu peux y aller, tu vois. Et c'est ce truc-là qui m'embête, d'autant plus que les experts techniques du milieu ne sont pas consultés. On a des associations en France et en Europe pour la protection de la vie privée, des experts de la sécurité de l'information, de la threat intelligence, de la réponse à incident, de tous ces trucs-là. On ne les consulte pas. Et leur avis ne vaut pas. Et ça vaut pour la sécurité de l'information et ça vaut pour tout un tas de choses qui dépassent juste le système, la notion d'informatique. Tu vois. Et encore une fois, de toute façon, pour moi, le débat, il est biaisé. Parce que tu prends un autre pays, un autre État, où le régime est complètement différent. Et par exemple, tu as des opposants qui essayent de se manifester ou en tout cas qui essayent de faire des choses pour faire bouger les lignes. Pour nous, on va les voir comme des résistants.
mais pour l'État qui est en place. Et donc, du coup, pour l'État qui est censé faire en sorte que le pays est un pays et une unité, il va dire, bah non, mais pour nous, c'est des terroristes. Et à ce moment-là, c'est où le bon, tu vois, le bon côté de l'histoire, en fait. Et tu parlais de notamment d'autres pays, on revient toujours au système, à l'exemple de la Chine, qui est pour moi, je pense que tu as de plus intrusif en termes plus extrême. Pas de sécurité de l'information, mais d'infiltration des sphères politiques dans la vie sociale. Je rappelle, le système de crédit social, tu fais des trucs bien, tu as un bon crédit, donc tu es dans le positif, tu payes tes billets de transport moins cher, tu as accès à plus d'avantages, etc. Tu as du crédit négatif, tu ne peux pas t'inscrire à certaines écoles, tu ne peux pas, tu as du coup des malus sur certains points, il y a des trucs que tu payes plus cher. J'ai même vu des trucs où dans les salles de cinéma, ils t'affichent ton nom au départ en mode dans cette salle de cinéma, il y a telle personne qui a un mauvais crédit social. Ouais, mais je vais jouer la provoque. Je vais jouer la provoque parce que justement, nous, on a cette discussion et je trouve qu'il faut qu'on arrive à sortir de notre vision un peu occidentale de la chose. Aujourd'hui, vous dites, ouais, c'est chaud. Mais imaginons, on vous dit que ce crédit social, il se met en place, mais que ça peut permettre de, par exemple, te dire que dans ce cinéma, il y a une caïra qui est rentrée, un mec qui a racketé des gens ou qui a eu des mains baladeuses envers une personne, etc. Alors, oui, mais il y a deux choses dans ce que tu dis. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a fait, comme des gens qui ont un casier, et ça se trouve, c'est une personne qui est en rémission de tout ça, tu vois, qui veut cesser d'arrêter. D'une part, et d'autre part, comment est-ce que tu sais que c'est vrai ? C'est-à-dire que parce que c'est affiché, c'est vrai ? Je veux dire, demain, tu te rappelles des compromates à l'époque de l'URSS ? On voulait évincer quelqu'un, on montait un faux dossier sur lui, hop, le mec, il est inéligible, on a influencé. Même tu hackes l'écran, tu mets une photo. On a influencé la vie du public, etc. À l'époque de l'IA générative, c'est pas complètement déconnant. Et puis, le mec, il a sa vie ruinée pour des trucs qu'il a pas fait, tu vois. Je suis d'accord, mais il y a aussi les cas où, par exemple, potentiellement, il y a un vrai harceleur, un vrai racketteur, une vraie personne déséquilibrée qui est machin. Bien sûr. Et je pense qu'on est justement dans une ère où ces questions-là, ces débats-là, ils sont assez prégnants dans la société. Parce qu'en fait, je pense qu'actuellement, on est un peu en recherche de ça. C'est-à-dire que moi, je le note, on voit qu'on est un peu dans un basculement des mentalités où avant les années 80-90, c'était un peu la fête du slip pour tout, pour l'écologie, pour la manière de faire les choses. Il y avait un peu une espèce de sensation de liberté qui était d'ailleurs post-68 en France, etc. Mais je pense qu'on arrive dans un stade où les gens sont de plus en plus prêts à rogner sur la liberté pour plus de sécurité. Ouais, mais le problème, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu appelles la sécurité, tu vois ? Le système de la Chine, il est intéressant parce que de par ce truc de crédit social, tu as énormément de délations. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont prêts avec leur téléphone dans la main à dire il a traversé alors que le truc, il était au rouge, boum, hop, et du coup, il gagne un peu de score et il détruit, tu vois. Tu as des mecs qui sont interdits d'avion, interdits de train pour potentiellement, effectivement, comme disait Quentin, des trucs pas cool qu'ils ont fait, mais sur lesquels ils sont en rémission, sur lesquels ils travaillent. Tu as eu des usages détournés pour cibler des militants du droit humanitaire, des dissidents, etc. Donc, dans mon côté idéaliste voudrait que je dise oui, ceux qui se comportent bien, ils sont récompensés, ceux qui se comportent mal, ils sont publics chez etc. Sauf que c'est quoi bien se comporter et mal se comporter ? Tu le mets où le curseur ? Je suis d'accord. Qui a la responsabilité du truc ? Je fais exprès de jouer la provoque. Je sais bien. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un espèce de contre-courant parce que je sens que de toute façon, on se rend pas compte, mais qu'on arrive, et là on bifurque un peu de la tech, mais on sent qu'on arrive dans un état où de plus en plus, on le voit par exemple, sans être politisé, mais il y a un penchant très à droite en ce moment qui est ras-le-bol un peu de laisser faire. Moi, c'est ce qu'on voit quand on scrolle sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de ras-le-bol de ci, de ça, il faudrait que machin, de ci et de ça, et de mettre au pilori les gens. Ouais. Et en Chine, par exemple, vous me dites, ouais, mais là, il y a des dérives, il y a des trucs comme ça. Et il y a des gens qui un jour vous sortiront comme argument, oui, mais il y en a combien sur combien ? C'est genre 3 sur 1 million. Et en fait, parce qu'encore une fois, c'est facile, nous, on est dans notre prisme, où globalement, on va dire, on touche du bois, tout va bien. Pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le jour où c'est toi qui es impacté ou un de tes proches qui est impacté, il y a moyen que notre vision des choses, elle vrille. C'est-à-dire que moi, tant que j'ai pas de problème, ça me va. Mais le jour où il y a un problème, je vais peut-être me mettre du côté des gens qu'on fustige aujourd'hui. C'est pour ça en fait. Évidemment, mais de toute façon, il y a les deux parties. Oui, il faut faire attention. C'est pour ça que je trouve que d'avoir un côté très clivant en disant oui, pro-anonymat, non, anti-anonymat, je trouve que d'avoir de manquer d'empathie envers les gens d'en face,
ça fait pas avancer vers peut-être un chemin sur lequel où les gens arriveront à se mettre d'accord. De toute façon, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait des pro-anonymat et des pro-non-anonymat. Il y en a beaucoup. Il y en a, bien sûr. Ah ouais, ouais, mais bon, quand les gens ils écoutent le podcast, ils se rendent compte que fondamentalement, tu peux pas être l'un ou l'autre. Ouais, mais t'as beaucoup de phrases par exemple, la fameuse phrase qui dit si vous êtes prêt à rogner sur votre liberté pour plus de sécurité, vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Je peux te sortir aussi le coup de si tu n'as rien dit de mal, pourquoi tu vas te cacher. L'anonymat, c'est qu'un bouclier pour les trolls, les harceleurs, etc. Et t'as les pro-anonymat qui vont te dire ouais, mais bon, justement, si on veut dénoncer des choses qui vont pas, soit sur notre pays, soit sur un régime en place, soit faut pas avoir peur des représailles. Tu vois, il y a des gens qui disent on devrait pouvoir aussi pouvoir s'anonymiser. Oui, mais c'est facile encore à dire quand tu risques pas le peloton d'exécution pour avoir dénoncé quelque chose. Je te prends un exemple à la con. Demain, tu as Wiko, tu te rappelles de Wiko, c'était une marque française. Tu fais un test de smartphone pour eux, ouais, bon, le smartphone, il est éteint, ils ont rien fait, c'est de la merde, machin. Demain, tu as Macron qui t'envoie une unité chez toi parce que le test de ton téléphone il était pourri avec du coup ça impacte les ventes du truc, ça fait baisser l'actionnariat et donc ils ont perdu de l'argent dans la démarche. Et ça fait du chômage en France. Ça fait du chômage en France, machin. Toi, t'as fait une vidéo YouTube, tu te retrouves avec les keufs à l'entrée, t'es condamné pour un truc farfelu, machin, et juste ta carrière elle est détruite, ton compte YouTube fermé, etc. En fait, j'ai pas peur de la fin de l'anonymat, j'ai peur des dérives, en fin de compte, de la fin de l'anonymat, de la réduction des droits fondamentaux, de la protection, de la frontière vie privée, vie publique, on va dire. Ouais, mais pourtant, on a énuméré plein de choses qui montrent que l'anonymat est parfois vital, nécessaire dans certaines conditions très. Et justement, il faut du coup la sécurité qui permette de. Oui, ça me dérange pas de donner ces informations si tant est qu'elles soient protégées et donc non divulgables aux personnes qui n'en ont pas besoin. À mauvais escient. Et le mauvais escient. L'idée, c'est en fait donner les bonnes informations qui nous sont propres à l'État, globalement. C'est ça, et aux instances bancaires. Sauf qu'en fait, ces unités-là doivent être bétonnées de dingue. Moi je suis la Joconde, en fait. Tu me mets dans un tunnel, mon gars. Je veux que personne ne me connaisse à part toi. Nous, on fait de l'IT. On sait très bien que de toute façon, tout ce qui sort dans l'Internet est potentiellement hackable. C'est-à-dire qu'il y aura jamais... Évidemment, mais c'est ça le problème. Il suffit d'avoir demain de développer, c'est ce que je disais avec l'arrivée du quantique, pour péter toutes les protections les plus fortes qu'on ait pu mettre actuellement en place. Donc, tu vois, sans aller jusque-là, tu en as des protections contre le quantique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, déjà, ça évolue très, très vite. Tu peux pas juste tout sécuriser comme tu sécuriserais la Joconde pour prendre ton exemple, parce qu'à un moment donné, il faut bosser. La réalité économique, la réalité du marché, puis la réalité des utilisateurs font que tu peux pas alourdir tous ces trucs-là. Et encore une fois, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles tu es obligé de faire confiance. Moi, je sais pas parce que je suis dans la cybersécurité que demain, je peux créer mon propre smartphone, mon propre mode de chiffrement, tous les trucs, machin, et avoir un système qu'à moi, que de par l'obscurantisme, qui fonctionne pas forcément, mais de par le fait que c'est moi qui l'ai développé, il soit sécurisé puisque personne ne le connaît, tu vois. Enfin, j'essaye de me mettre aussi dans la place de la réalité du monde dans lequel on vit, qui est, il y a un certain moment où tu es obligé de déléguer une partie et d'avoir confiance en une partie. Le seul truc, c'est que dans la manière dont le public et les entités réagissent aujourd'hui aux signaux qu'on envoie d'hyper numérisation de tous nos axes, etc., on y va tête baissée, on y va très vite, et on y va sans mettre les moyens nécessaires potentiellement aux bons endroits. Je reprends encore une fois l'exemple de Francite, mais tu avais France Travail juste avant, tu pouvais avoir l'URSSAF, tu peux avoir Facebook, tu peux avoir Apple, etc. Mais quand tu vois les interfaces aujourd'hui de ces sites-là, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais même au-delà de ça, je veux dire, quand tu regardes Apple qui se fait pirater, Facebook qui se fait pirater, c'est des boîtes qui pèsent des milliards. Eux, ils ont les moyens. Et pour autant, c'était pas à l'abri d'avoir une bêtise qui fait que. Mais ça montre de toute façon qu'on arrive dans un sujet qui, encore une fois, pour plein de choses, est un Internet à deux vitesses. C'est-à-dire que Rewan le dit très bien, si tu veux de l'anonymat, il faut de la thune, il faut des compétences aussi également, qui n'est pas donné à tout le monde. Et en fait, on peut malheureusement pas proposer de l'anonymat à tout à chacun parce qu'il y a ces choses-là. Il y a aussi un autre truc aussi qui revient de manière récurrente dans nos épisodes de podcast, c'est l'effort que ça demande. Moi, je sais que tu vois, déjà, ne serait-ce que de faire installer un gestionnaire de mots de passe aux gens de ma famille, ils ont envie de me prendre, de me traîner sur 350 mètres derrière, tu sais, attaché à la voiture et me traîner sur 1 kilomètre sur l'autoroute. Tu vois, c'est clair. Le problème, c'est que l'effort est là et que de toute façon, encore une fois, toujours et tout est une notion dans tout ce qu'on se dit, c'est tant que j'ai pas mal, tant qu'on m'a pas fait mal, flemme, tu vois, flemme. Est-ce que vous vous rappelez de l'exemple de Prism ou pas? Prism, ça se prononce, si je prononce à l'américaine.
Ça me dit rien. Ça te dit rien? Pourtant, moi, ça me rappelle, mais je sais plus. Vas-y. Pourtant, Edward Snowden, ça doit vous dire quelque chose. Oui. En fait, PRISM, c'était le programme de surveillance de masse qui a été révélé par Edward Snowden. Il a été révélé en 2013, mais il a prouvé que PRISM était opérationnel, donc toute la plateforme, depuis 2007. Globalement, plateforme de la CIA. Plateforme, alors, pas que de la CIA, c'était la NSA, et je crois que tu en avais d'autres. Tu avais NSA, tu avais la direction du renseignement interne, enfin, tu avais 2-3 trucs. C'était quoi PRISM? C'était un accès direct au serveur de Microsoft, de Yahoo, en 2013, je rappelle, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube, Apple. Nos dirigeants, ils étaient mis sur écoute. 125 000 individus mis en surveillance, parmi lesquels des journalistes, des chercheurs et des militants. Aucune juridiction, pas de limite, pas de recherche de communication en tapant une adresse mail, un numéro de téléphone, un nom, etc. Tu n'avais pas besoin d'avoir un ordre d'un juge, une enquête, machin et tout. Tu veux des infos, tu tapes le nom de la personne. C'est avec ça que j'ai un problème. C'est pas le fait d'avoir un endroit où toutes les infos sur tout le monde sont répertoriées. C'est comment tu utilises ces informations-là. Et comment tu fais en sorte qu'elles restent utilisables d'un point de vue éthique. Mais encore une fois, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas définir une base. À quelle sentence tu mets, quelle vitesse tu mmets sur certains types de délits. Tu viens de répondre à la question que j'allais poser pour conclure, c'est elle est où votre ligne rouge? La ligne rouge à partir du moment où tu te dis ok, là, Internet me ressemble plus du tout. Wow. C'est une question qui me sèche un petit peu parce que en fait, ça va dépendre de ce que tu es prêt, toi, je pense que la limite, elle va être dans le comportement que tu as tous les jours, tu vois. Potentiellement, quelqu'un qui est plus habitué des réseaux et qui consomme davantage, est peut-être un peu plus formé à la manière de communiquer, à la manière de partager. Ce qui n'est pas le cas pour tous les gens de tous les âges. Donc, en vrai, j'ai envie de reprendre le dicton un peu bateau, mais c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que on te fait confiance pour utiliser un service, les données doivent être consommées dans le cadre du service que tu as souscrit à la base, sans avoir des petites lignes, des mots compliqués, juridiques, machin, pour dire que globalement, on va vendre tes données pour te faire acheter une paire de sabbats à 300 balles. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, hein. Elle tue sa mère pourtant. Mais Dieu sait que j'aurais peut-être de l'argent à mettre autre part, tu vois. Pour moi, voilà. Pour moi, il faut laisser aux gens la possibilité de ne pas communiquer qui ils sont quand ils ont la possibilité de le faire. Et pour autant, tu as un débat un petit peu humain derrière avec tous les trucs dont on a parlé sur le harcèlement, etc. À quel moment tu considères que tu dois effectivement faire tomber cette barrière-là pour punir quelqu'un de la même manière que tu l'aurais puni si le comportement qu'il avait eu sur Internet avait été le même que dans la vraie vie. Insulter quelqu'un sur Internet et insulter quelqu'un dans la vraie vie, c'est pareil. Il y a juste un écran qui te sépare entre les deux, mais l'impact peut être le même. Sachant que Internet a donné la voix à beaucoup plus de personnes de manière beaucoup plus rapide. Demain, tu peux faire une vidéo à 18h, le lendemain, te rendre compte que tu fais un bad buzz de ouf, machin, à 9h en te levant. Ta vie, elle a été détruite pendant que tu dormais. Donc, il y avait des histoires comme ça. Quelqu'un avait tweeté une dinguerie et elle avait pris l'avion. Et quand elle est arrivée, le truc qui avait explosé, elle avait lâché une dinguerie. Je ne vais pas le dire parce que c'était trop chaud. Tu te rappelles la meuf qui, au concert de Coldplay, là, le mec et la meuf qui se faisaient un câlin. Qui se fait un câlin et c'était. Sur l'écran géant. C'était la maîtresse et le patron de la boîte, machin. Aujourd'hui, tu sais que la meuf, elle donne des conférences en gestion de crise. Ok. C'était le CEO de l'astronomie. Elle est bien placée. C'est savoir rebondir, ça. C'est bien. Donc, je sais pas si c'est la réponse que tu attendais. Aujourd'hui, j'ai pas la science infuse. Et moi, mon avis, c'est que j'ai pas de frontières fixes. C'est former les gens, ayez conscience de ce que vous partagez avec les faiblesses du système. Et dans un monde merveilleux, il y aurait que des bonnes personnes qui feraient en sorte de faire en sorte d'avancer la société dans le respect de l'éthique et faire en sorte que tout ne soit pas fait que pour l'argent, mais pour aussi le bien commun, quoi. Toi, Mathieu? Moi, j'ai envie d'essayer de te répondre par une espèce de synthèse. Déjà, on voit que notre monde, il a bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 17% de taux d'adoption des VPN en France, il a eu lieu entre 2025 et 2026. Donc déjà, on sent qu'il y a un petit changement de paradigme. C'est intéressant de voir ça parce que si tu prends un autre chiffre qui est que il y a 83,5% de taux d'adoption aux Émirats arabes unis qui montre que la surveillance, elle est tellement forte que finalement, de l'anonymat, ça devient un instinct de survie, en fait. Et j'ai l'impression qu'en France, on ne se rend pas compte que de toute façon, on va de plus en plus aller vers... En fait, à chaque fois, tu vois, par exemple, pareil, les dingueries qu'on voit en Chine, j'essaie d'avoir beaucoup de recul, etc. Je ne dis pas que c'est le monde dans lequel je veux, mais j'ai l'impression que toujours pareil, ça arrive
pour nous plus tard, en fait. Et l'exemple des Émirats Arabes Unis, il est intéressant, tu vois, parce qu'il a dit, ouais, machin, utilisation des VPN pourquoi, en fin de compte? Parce que tu vas avoir 2 cas d'usage. Ça va être passer outre les géorestrictions, donc pouvoir accéder à certains catalogues de contenu que tu n'aurais pas accès sur le territoire, mais aussi potentiellement pour que la donnée que tu consommes, elle soit pas interceptée pendant le trajet par des gens qui peuvent te surveiller et s'en servir contre toi, tu vois. Admettons que tu regardes, je sais pas, des films des films de boules à caractère homosexuel, t'as pas envie que tout le monde sache que tu es homosexuel, tu vois. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a une sphère du privé que tu veux garder pour toi parce que tu as peur que pour des raisons politiques, des raisons marketing, etc., soit utilisé contre toi. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un petit clin d'œil à notre épisode. La low-tech un jour pourrait devenir une réponse forte à ce genre de choses en se disant, OK, quoi qu'il en soit, dès que c'est connecté, on peut plus rien faire. On va peut-être revenir à des choses à l'ancienne. Je prends l'exemple du film pour adultes où finalement tu vas peut-être te faire un bon magnétoscope avec ta cassette physique complètement reprise. Mais tu vois, ça pourrait être un revival. Ou du mini-net. Tu sais, tu aurais un réseau juste pour toi et ta famille, Internet juste pour vous, et que tu pourrais ouvrir pour accéder à l'externe, pour récupérer des infos dont tu n'aurais pas besoin quand on aurait envie, tu vois. Et d'avoir juste un appareil, donc un téléphone avec le minimum pour converser avec les gens dont tu as besoin. Mais pour répondre à ta question, je pense que pour moi, la ligne rouge, elle a déjà été franchie. Sauf que moi, il y a un truc qui m'embête dans ce genre de débat, c'est que tu as toujours les pros et les anti. Et en fait, à chaque fois, pareil, je pense que le fil conducteur de cet épisode, c'est plutôt l'humain. Je pense que si on n'arrive pas à essayer de communiquer et essayer d'avoir de l'empathie et de la compréhension pour les gens d'en face, soit parce qu'ils ont vécu, soit parce qu'ils ont les meilleurs arguments du monde pour prouver aussi également que leur position est bonne, je pense qu'il faut essayer de trouver un chemin entre les deux. Quoi qu'il en soit, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je démarre mon Chrome, que je démarre mon navigateur Internet, je sais que j'ai mis fin à mon anonymat. Ouais. Et toi, du coup ? Ouais, bah c'est ça. Je pense que la fin de l'anonymat en ligne, elle n'est pas totalement inévitable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça me paraît très probable que ce soit la fin de son évidence. On conclura là-dessus. Je suis d'accord. Très, très beau. Je suis d'accord. N'hésitez pas à interagir avec nous sur la bulle vocale qui est dans la description si jamais vous voulez participer et nous transmettre votre avis du podcast et de cette thématique. Et en vrai, là, on vous attend beaucoup là-dessus parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû sauter de leur chaise quand ils ont entendu certains trucs et tout. Rappelez-vous, nous, on est toujours là pour ouvert au débat et ouvert à la critique constructive sur des sujets en plus qui sont clivants comme ça, mais ça nous intéresserait beaucoup d'avoir, vous, votre opinion sur peut-être que moi, je m'en fous, je mets tout sur Internet et de toute façon... Si les gens ils savent tout sur moi, en vrai, quel est le risque, tu vois? Moi, je sais que par exemple, j'ai pas pris d'opposition sur ce sujet-là et que du coup, forcément, ça va trigger les gens qui ont justement pris des positions. Donc, j'ai bien envie d'avoir vos avis là-dessus. Mais on aimerait bien avoir les 5 étoiles aussi. Ouais, les 5 étoiles, évidemment. Ouais. En tout cas, voilà, cet épisode est fini. Il va y en avoir plein d'autres. Donc, si tu veux être sûr d'en manquer aucun, tu cliques sur le bouton qui te permet de t'abonner sur Apple Podcast, Spotify et même sur YouTube. On t'oblige à rien, mais si tu cliques, tu verras, c'est quand même cool. Tu peux Oublie même pas, le faire de manière anonyme aussi. Ah non, du coup. Okay. On se voit la semaine prochaine sur Bubble, parce que c'est 2 fois par semaine. Donc à très vite. Ciao.